Et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Habitat Logement en partenariat avec l'ADCF et le cabinet Espace Cité sur le thème les politiques de mutation et la location choisie. Il s'agit de la 5e session du cycle de webconférence entamé en novembre 2015 sur la réforme de la gestion de la demande et les attributions de logements sociaux. Les enjeux de cette webconférence, concilier prise en charge des primo-demandeurs et les occupants actuels du parc social, accompagner les mobilités et trouver un équilibre entre équité et mixité. Cette webconférence a pour objectif de vous permettre de situer les grands enjeux de ces politiques de mobilité et d'y réfléchir autour d'exemples concrets. Nous excusons aujourd'hui l'absence de Claire Delpech, responsable habitat de la DCF, qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais nous allons en parler avec Anne-Catherine Ledeuf, qui est directrice générale déléguée d'Espace Cité, une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l'habitat et le renouvellement urbain. Et puis nous aurons ensuite une vision concrète et pratique dans un territoire donné du Grand Lyon avec Frédéric Couty, qui est chargé de mission à la délégation développement solidaire et habitat de la métropole de Lyon. Voilà, avant de passer la parole à Anne-Catherine Ledeuf, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et vos remarques dans le module qui est situé en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas et puis nous y reviendrons en fin d'intervention. Voilà, je vous laisse donc la parole Anne-Catherine. Bonjour à tous, on a effectivement souhaité mettre en place un module consacré à cette question des mutations dans un double contexte, à la fois face à un certain nombre de dispositifs prévus dans la réforme des attributions qui interpellent les territoires et notamment les intercommunalités dans la mise en place de réflexions stratégiques et de dispositifs opérationnels pour prendre en charge ces mutations, et puis plus globalement face à un certain nombre d'indicateurs qui doivent interpeller les acteurs, les pouvoirs publics et les organismes HLM par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements dans lesquels on peut effectivement considérer que la question des mutations est devenue une question tout à fait centrale. Alors avant d'en venir à un certain nombre de dispositifs opérationnels et concrets que vous pourrez mobiliser sur les territoires, encore une fois, à la fois dans le cadre de cette réforme, mais aussi pour mieux répondre aux besoins qui s'expriment sur les territoires qui sont les vôtres, je voudrais d'abord insister sur l'importance de cette question des mutations dans un contexte où l'on pourrait être tenté de considérer que finalement, réaliser une mobilité dans le parc social, c'est une question accessoire, où l'on pourrait effectivement estimer que pour des ménages déjà logés dans ce parc social, on pourrait effectivement estimer que changer de logement est en quelque sorte un luxe. Alors les chiffres que vous voyez ici montrent à l'inverse, si je puis dire, que le besoin de mobilité est une composante forte de la demande en logement social, puisque vous voyez qu'au niveau national, près d'un tiers des demandeurs de logements sociaux sont des ménages qui habitent déjà dans ce parc locatif social, dans un contexte où sur certains territoires, notamment des territoires dits détendus, on atteint des proportions qui peuvent aller jusqu'à la moitié des demandeurs de logements sociaux qui sont déjà logés dans ce parc. Et le chiffre finalement présent en Ile-de-France, qui est de 30% de cette demande émanant de ces ménages issus du parc social, est finalement assez considérable dans ces territoires qui a la réputation effectivement d'être dans une situation de tension importante et de forte pression de la primo-demandant. Alors ce besoin de mobilité, effectivement, c'est une vraie réalité sociale. Elle fait l'objet d'une attention malgré tout encore assez insuffisante de la part des pouvoirs publics, avec deux chiffres complémentaires qui illustrent cette tendance et cette insuffisante prise en charge des mutations. D'une part, en termes de perception par les demandeurs de mutation, alors il y a une enquête qui a été réalisée par l'association régionale HLM d'Île-de-France qui montre que seulement 17% des locataires en situation de demande de mobilité au sein du parc social considèrent que la prise en charge de leur demande de mutation est satisfaisante. Donc on est dans un taux extrêmement marginal de satisfaction de la part de ces demandeurs de logement vis-à-vis de ce processus. Et au final, cette perception négative contribue très certainement à alimenter un certain déficit d'HLM, de vision de la part de la population du secteur HLM, et je reviendrai tout à l'heure au travers d'une étude que l'on a réalisée sur la ville de Paris. Alors, en termes de processus également, des chiffres qui montrent
finalement un grand paradoxe des attributions en France, avec un certain nombre d'études sociologiques qui montrent que, y compris dans des territoires tendus, des ménages en situation de demande de logement expriment un refus important des logements qui leur sont proposés, pour une raison assez simple, c'est lié au sentiment de captivité exprimé de la part de ces demandeurs de logement vis-à-vis du futur logement qu'on peut leur proposer, dans lequel ils ont le sentiment de devoir rester 10 ans, 15 ans, du fait de la faible fluidité des mutations qui sont proposées par la suite. Et on voit bien effectivement que dans des territoires, y compris tendus, cette faible fluidité dans le rapprochement entre l'offre et la demande est très directement liée au sentiment de captivité de ces ménages, avec des indicateurs qui sont aussi assez préoccupants dans les territoires tendus comme l'Île-de-France, mais aussi de la part des ménages d'ALLO qui, dans un certain nombre de territoires, expriment des taux de refus importants du fait, entre autres, de ce sentiment de captivité. Donc, j'insiste encore une fois sur cette grande importance de la question des mutations en termes sociaux, dans un contexte où effectivement une part de plus en plus importante des ménages effectue l'essentiel de sa trajectoire résidentielle dans le parc social. Le parc social n'est plus une des étapes d'une trajectoire résidentielle qui ensuite, évidemment, de manière assez automatique, va pouvoir se prolonger dans le parc privé. Donc, il est bien évidemment important de prendre en charge cette considération. Donc, un enjeu social d'importance, un enjeu également économique d'importance, puisqu'il s'agit également, au travers de la prise en charge de ces mutations, d'être plus attentif à l'optimisation de l'occupation du parc social, et jusqu'à présent, les réformes des politiques d'attribution étaient orientées en ce sens, et aussi, bien évidemment, un enjeu politique dans un contexte où la capacité à bénéficier d'une mobilité positive au sein du parc social, j'y reviendrai tout à l'heure, mais un certain nombre d'études l'ont prouvé, finalement est assez inéquitable entre des ménages aguerris à la négociation avec les institutions et des ménages plus précaires, plus fragiles, qui sont dans une difficulté à exprimer ce besoin de mobilité et à le faire valoir. Tout ceci, bien évidemment, dans un contexte de grande diversité des conditions de mobilité des ménages. Le besoin de mobilité peut être lié à des facteurs internes que le demandeur maîtrise plus ou moins. Il peut s'agir d'une mobilité professionnelle, d'une évolution de la cellule familiale, l'arrivée d'un enfant, la décohabitation, et puis aussi des accidents de la vie qui placent l'occupant du parc social dans une nécessité de mobilité plus ou moins pressante. Et puis, il peut s'agir également de facteurs externes, pour le coup moins maîtrisés par ce ménage, et qui peuvent placer le demandeur dans une grande vulnérabilité vis-à-vis de cette expression du besoin en mobilité, et dans un certain nombre de cas, dans des situations d'urgence, mais aussi de sentiment de captivité, comme j'indiquais tout à l'heure. Enfin, ce besoin de mobilité va se heurter à un certain nombre de difficultés inhérentes au parc social, sur lequel on reviendra, puisque un certain nombre de dispositifs et d'instruments vont permettre de lever pour partie ces freins. Grande hétérogénéité des loyers, on en parlait la semaine dernière vis-à-vis de la question des mixités sociales. On sait bien combien la question des loyers est extrêmement déterminante dans la capacité à accompagner, accueillir les différentes catégories de ménages présents et demandeurs de logement social, et en particulier les plus précaires. Deuxième trait très important, l'éclatement des circuits d'attribution d'accès au parc social, avec les systèmes de contingents qui sont extrêmement, là aussi, déterminants dans la capacité d'accéder au parc, et des freins extrêmement importants dans la capacité à assurer une mobilité la plus fluide possible. Difficulté à organiser les priorités, comme je disais tout à l'heure, dans un contexte de paradoxe apparent entre l'urgence d'une pression de la demande extérieure et le relatif luxe et le relatif confort d'une mobilité interne, même si bien évidemment les deux filières d'accès ne sont pas opposées, j'y reviendrai également tout à l'heure, et puis le coût marginal de la mobilité, effectivement la nécessité dans un certain nombre de cas de minorer les loyers pour inciter à la mobilité, ou d'accompagner les frais de déménagement, peuvent être des frais perçus par les organismes HLM, dans un contexte où, malgré tout, on perçoit quand même une culture professionnelle qui est, dans un certain nombre de cas, plus ou moins sensible à cette question, de ce que d'ailleurs le mouvement HLM exprime comme mutation de confort, et qui effectivement exprime tout le pas à franchir pour considérer ces questions de mutation comme un véritable enjeu social et d'équité. Et puis, je terminerai sur cette diapositive pour exprimer bien évidemment les freins externes qui sont liés à l'importance de la marche à franchir entre le parc social et le parc privé dans un certain nombre de territoires, et qui effectivement conduit à observer les processus que j'ai indiqués en premier point, qui sont effectivement le fait que de plus en plus de ménages ont besoin d'exprimer une mobilité
durable et de long terme hein, dans le parc social, puisque c'est la seule possibilité qui leur est offerte d'avoir cette trajectoire résidentielle. Alors, ces constats, bien évidemment, hein, sont partagés par un certain nombre de partenaires, notamment les acteurs nationaux hein, du logement, le ministère et Mouvement HLM, qui ont formalisé un certain nombre d'intentions de meilleure prise en charge des mutations dans plusieurs lois récentes et puis dans l'engagement du Mouvement HLM à plusieurs reprises. La loi MOL de 2009 vise explicitement effectivement une optimisation de l'occupation du parc social avec une incitation à la mobilité des ménages, à la fois les ménages aux revenus supérieurs à un certain plafond, mais également la libération des logements considérés comme en sous-occupation ou les logements adaptés au handicap pour bien évidemment faire en sorte que ces logements soient mis à disposition des bénéficiaires qui en ont le plus besoin. On voit bien là, dans cette loi MOL de 2009, que la mobilité depuis le parc social est appréhendée avant tout comme un moyen d'optimisation de l'occupation sociale du patrimoine, bien davantage que comme une fin en soi, un besoin de mobilité qu'il s'agirait d'accompagner. En revanche, les trois réformes plus récentes qui sont portées par le mandat de François Hollande, en quelque sorte, portent et font infléchir ce point de vue, considérant que la prise en charge des mutations est un enjeu de modernisation de l'action publique, hein, parce que c'est à ce titre que la question des mutations est inscrite dans la loi ALUR, qui porte très fortement cette valeur de modernisation de l'action publique et de transparence hein, de relations entre les institutions et les demandeurs de logement, d'une part, donc modernisation de l'action publique, et d'autre part, c'est les objets de la loi Ville et de la loi Égalité et Citoyenneté, considérant que les mutations, c'est également un des leviers pour agir en faveur d'une certaine mixité sociale, notamment dans ce rapport entre quartiers prioritaires de la politique de la ville et reste des bassins d'habitat qui sont ceux des territoires des intercommunalités. Dans un autre cadre, le mouvement HLM s'est engagé à plusieurs reprises à porter plus fortement ses intentions de prise en charge des mutations avec, pour les derniers d'entre eux, un engagement au titre de l'agenda 2015-2018 du mouvement HLM à prendre en charge des demandes de mutation pour un quart des attributions de logements sociaux en moyenne au niveau national. Donc on voit bien effectivement cet engagement national en faveur des mutations qui petit à petit progresse d'une intention d'optimisation du parc vers une prise en charge en tant que telle des besoins de mobilité exprimés par le demandeur de logement social. Alors, ce cadre national donc, illustre bien une certaine prise de conscience de la part de l'État et du mouvement HLM de cette nécessité de prendre en charge de manière plus volontaire les besoins de mobilité au sein du parc social. Dans le cadre de cette conférence, on va s'intéresser plus particulièrement à la manière dont les territoires, et en particulier les intercommunalités qui sont interpellées par ces réformes, vont pouvoir mettre en place des politiques publiques en faveur de ces mobilités et des instruments opérationnels permettant d'en fluidifier la prise en charge. Alors, localement, les politiques de mobilité peuvent répondre à deux grandes séries d'enjeux qui interpellent d'un côté, à l'instar de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la dynamique nationale, d'un côté les collectivités locales dans leur rapport à leurs administrés et de l'autre les organismes HLM dans leur rapport à leurs locataires et de cette intention d'optimiser la gestion de leur patrimoine. Comment concilier prise en charge des primo-demandeurs et les occupants actuels du parc social? On oppose dans un certain nombre de cas les deux types de demandes. Bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui s'y sont déjà penchés, l'opposition n'est pas frontale, bien évidemment, puisque quand on libère un logement à destination d'un ménage en mutation, on libère en même temps un autre logement, ce logement pouvant dans un certain nombre de cas correspondre tout particulièrement aux besoins des primo-demandeurs quand il s'agit par exemple de grandes typologies dans des mutations liées à la suroccupation des logements. Comment également redonner de la fluidité dans un parc social qui, effectivement, dans un certain nombre de territoires présente des très faibles taux de rotation, avec de fait une vraie difficulté à satisfaire cette demande pressante de la part des ménages qui ne sont pas logés dans le parc social. Comment répondre également à un regard négatif qui est porté par un certain nombre de locataires vis-à-vis d'un sentiment de captivité qu'ils peuvent ressentir dans l'occupation de ce logement et quelle place accorder à ces mutations face à une demande extérieure qui peut, encore une fois, paraître bien plus pressante quand un logement se libère. Quel est le choix qu'on peut opérer entre une demande exprimée de l'extérieur d'un ménage en situation de mal logement et une demande exprimée de la part d'un locataire en place qui effectivement bénéficie d'un certain niveau de confort dans le parc HLM.
Pour les organismes HLM, il s'agit bien évidemment non seulement d'optimiser l'occupation de leur parc, comme la loi de Moll les y a invités, et comme la loi également égalité et citoyenneté va le renforcer, hein, autour notamment de l'abaissement d'un certain nombre de plafonds de ressources conduisant à une perte au maintien dans les lieux, mais également comment redonner en second rang une meilleure fluidité au processus d'attribution. On peut considérer qu'en redonnant des perspectives de long terme, de grande fluidité aux demandeurs de logements sociaux, on peut espérer minorer les taux de refus qui, effectivement, dans un certain nombre de cas, sont très importants. Et en second rang également, permettre aux demandeurs de logements sociaux d'être dans une approche plus positive et d'améliorer l'image du parc social dans un certain nombre de territoires. Au-delà de ces grands enjeux, les mobilités depuis le parc social doivent également interférer directement avec deux questions éminemment fondamentales quand il s'agit de traiter de la question des attributions de logements sociaux, la question du droit au logement d'une part et la question des mixités sociales d'autre part. Alors comme je l'ai indiqué tout à l'heure, bien évidemment, dans un contexte d'aisance assez inégale de la part des demandeurs de logement social à faire valoir leurs droits, leurs intérêts vis-à-vis des institutions, il convient d'être très attentif à l'équité de prise en charge des différentes catégories de demandeurs en besoin de mutation qui osent plus ou moins exprimer ce besoin et représentent de plus une candidature qui peut être considérée comme plus ou moins attractive pour les organismes HLM ou les réservataires de logements. Les jeux concurrentiels entre demandeurs de logement peuvent s'exercer donc non seulement entre les primo-demandeurs et les ménages déjà hébergés dans le parc social, mais également selon les différents profils de ces demandeurs de logement en besoin de mutation, qui encore une fois sont plus ou moins à l'aise dans le rapport aux institutions et représentent des candidatures plus ou moins attractives pour les attributaires de ces logements sociaux. De l'autre côté, si je puis dire, les mobilités de ces ménages ont des effets assez directs sur les équilibres sociaux des patrimoines qu'ils occupent et qu'ils peuvent contribuer à conforter ou en revanche à déstabiliser. Alors cette question, elle se pose tout particulièrement pour les mutations en provenance des quartiers dits paupérisés, les quartiers en politique de la ville ou les quartiers marqués par une grande précarité socio-économique, où il s'agit de résoudre ce dilemme de à la fois faciliter les trajectoires de ces ménages vers d'autres quartiers de l'agglomération pour ne pas les assigner à les résidences, pour justement permettre cette équité de traitement et en même temps de ne pas renforcer la spécialisation sociale de ces quartiers par le départ de ménages, des ménages les moins captifs et de ménages qu'on pourrait considérer comme porteurs de cette mixité sociale. Je renvoie à ce titre à l'expérience du Grand Dijon que nous avons présenté vendredi dernier et qui est un sujet de préoccupation très important exprimé par l'agglomération pour effectivement, dans un territoire peu tendu en matière d'offres et de la demande en logement social, avoir des démarches très proactives, très concertées dans l'accompagnement des mobilités en provenance de ces quartiers en politique de la ville pour à la fois permettre d'accompagner les besoins en mobilité, les trajectoires résidentielles de ces ménages et ne pas déstabiliser davantage des quartiers en situation de grande spécialisation. Alors, avant d'en venir aux moyens d'action concrets pour faciliter ces mobilités, j'ai souhaité illustrer mon propos de quelques verbatims qui sont issus d'une démarche d'enquête que nous avons réalisée en 2011 pour la médiatrice de la ville de Paris et qui montre le grand désarroi des occupants du parc social face aux très faibles marges de manœuvre dont ils disposent pour changer de logement et faire valoir leurs attentes et aspirations fines. Alors, je vous laisserai consulter dans le détail ces verbatims, mais on voit bien là, dans ces expressions, à la fois le sentiment de captivité de ces ménages et la grande lourdeur administrative de ces processus de mutation, et qui est finalement l'un des motifs importants d'insatisfaction exprimé de la part de ces ménages que nous avions enquêtés dans le rapport au parc social de la ville de Paris, et le sentiment de ce parc social extrêmement administré, avec des systèmes très lourds, dans lesquels, effectivement, l'expression de leurs besoins fait l'objet d'une prise en compte assez difficile, compte tenu de ces lourdeurs de processus. Alors, il ne s'agit bien évidemment pas de pointer le cas particulier de Paris, mais bien évidemment d'illustrer, au travers de cet exemple, ce déficit d'image dont souffre le parc social en France, du fait de son caractère très administré et du fait de cette grande difficulté qui persiste, malgré toute cette prise de conscience que j'indiquais tout à l'heure, à prendre en compte de manière fine les aspirations et attentes des demandeurs de logement social, dont cette demande de mutation finalement est un grand révélateur.
Alors, un certain nombre de considérations plus opérationnelles à présent. Les instruments dont vous pouvez vous doter au niveau local sont de deux grands ordres. Il peut s'agir de dispositifs qui relèvent en quelque sorte d'une obligation de moyens. Il s'agit dans ce cas de mettre en place des processus d'attribution et d'aide à la décision qui permettent de mieux identifier les demandeurs en situation de mobilité au sein du parc social, par exemple les systèmes de cotation qui peuvent être mis en place dans un certain nombre de territoires et qui accordent des points spécifiques aux ménages en demande de mutation et en originaire du parc social pour faire en sorte qu'on l'identifie bien dans cette demande ordonnancée au travers des systèmes de cotation pour faire en sorte effectivement qu'ils ne se retrouvent pas toujours en bas de la liste des priorités d'attribution. Il peut s'agir également de systèmes d'information qui permettent de mieux visualiser effectivement l'offre de logement disponible pour ces ménages en situation de mobilité. Je renvoie là aux expériences de bourses d'échange qui ont pu être mises en place dans un certain nombre de territoires et qui donnent à voir très directement pour le demandeur de logement voulant effectuer une trajectoire au sein du parc social, les logements dont il peut bénéficier pour effectivement avoir cette trajectoire résidentielle positive. L'expérience le plus notable à ce titre est l'expérience de la bourse d'échange de Haute-Savoie qui permet vraiment de mettre en commun de manière très directe les demandeurs de mobilité qui peuvent s'échanger leur logement au travers de cette bourse d'échange en ligne qui a présenté un certain nombre d'atouts et a montré son efficacité. Il peut s'agir également de décloisonner les filières d'attribution, comme l'a porté la ville de Paris et comme le porte la métropole de Lyon, on verra tout à l'heure cet exemple, pour effectivement échapper à cette logique de filière que j'indiquais tout à l'heure, qui cloisonne l'accès au parc social et qui peut être des freins très puissants dans la capacité de ménage, qui relève à l'entrée dans le logement, par exemple, d'un contingent préfet et qui pourrait bénéficier d'un logement détenu géré par Action Logement, sans pour autant effectivement que ces filières le concernent a priori. Donc le décloisonnement, bien évidemment, de ces systèmes de réservation est un des leviers très puissants pour décloisonner ces pratiques et fluidifier les trajectoires internes au parc social. Et puis, ça peut s'agir également de tout un système d'ingénierie sociale permettant de mieux identifier les locataires en besoin de mobilité, ceux qui expriment la demande, mais aussi ceux qui n'ont pas osé exprimer cette demande ou n'ont pas le réflexe de faire valoir ce besoin et ce droit, et qui peut concerner à la fois ce qu'on appelle des rendez-vous de mobilité, aller voir les occupants du parc social pour les accompagner dans l'identification de ce besoin, et puis bien évidemment faire sauter un certain nombre de verrous que j'indiquais tout à l'heure, avec cette politique de loyer pour faire en sorte que le coût ne soit pas exorbitant pour un ménage de changer de logement, et puis aussi contribuer aux aides financières concrètes au déménagement, qui pour un certain nombre de ménages en précarité sociale est un sujet tout à fait important. À côté de ces obligations de moyens, peuvent mettre en place des dispositifs qui relèvent d'obligations de résultats, notamment un certain nombre de contrats d'objectifs qui accordent des objectifs quantifiés, par exemple, aux mutations et à la part accordée aux demandes de mutation dans les attributions, à l'instar de ce que le mouvement HLM a pu porter, 25% des attributions dévolues mutation. Un certain nombre de territoires, localement, ont mis en place des contrats d'objectifs quantitatifs pour permettre, notamment aux organismes HLM, de tenir des objectifs importants et volontaires dans l'accompagnement de ces mutations. Alors, je vais terminer mon intervention par une introduction à la location choisie ou location active qui est actuellement en France appréhendée par un nombre croissant d'acteurs comme un des leviers très importants de prise en charge de ces besoins de mobilité au sein du parc social et de prise en charge de ces besoins fins et de cette expression signe des aspirations des demandeurs en logement. La location choisie, pour faire court, c'est un dispositif d'accès au parc social qui est établi dans l'objectif de rendre le demandeur de logement plus acteur, plus actif dans sa recherche de logement, dans la perspective plus globale d'accorder une plus grande efficacité au système d'attribution et de renforcer l'appropriation par le locataire de son futur logement. Alors, c'est un mouvement qui est issu des Pays-Bas, tout d'abord dans les années 80, et qui a été ensuite repris par le Royaume-Uni dans les années 2000. Alors, le principe, c'est effectivement de permettre aux demandeurs d'avoir une visibilité sur les logements disponibles de son territoire de prédilection, où il souhaite résider, puis de sélectionner les bénéficiaires de ce logement par un certain nombre de critères de priorité. Alors, on n'est donc pas dans un système totalement ouvert, puisque ce n'est pas le premier
demandeur de logement qui bénéficie le premier, bien évidemment, de ce logement, mais dans un système qui garde malgré tout un caractère assez administré, avec l'énonciation de la part des pouvoirs publics d'un certain nombre de critères de priorité, soit au logement, soit universel en fonction du territoire, pour effectivement se doter de critères objectifs de priorisation de ces différentes demandes qui auraient pu s'exprimer. Alors, ce système fait l'objet d'un certain engouement en France vis-à-vis effectivement des dysfonctionnements que j'ai exposés tout à l'heure, à la fois perception négative dans un certain nombre de cas du parc social, du fait de cette assignation à résidence que peut percevoir le demandeur de logement vis-à-vis de son premier logement, volonté de baisser les taux de refus exprimés de la part des demandeurs de logement, réduction de la vacance, et puis plus globalement, effectivement, rapport plus positif de ce demandeur de logement vis-à-vis de son futur logement et de son bailleur. Les territoires qui ont souhaité, dans le cadre de l'expérimentation invitée par le ministère du Logement, ont effectivement pris cette question de la location choisie d'abord par la question des mutations. Alors c'est le cas des territoires qui sont présentés dans la diapositive, Haute-Savoie, Métropole de Lyon, Grenoble et Pays Voironnais, qui effectivement ont considéré que ces dispositifs pouvaient tout particulièrement répondre aux besoins en mutation de leur territoire. Et au-delà de cette premier temps d'expérimentation autour des mutations, pourquoi pas généraliser le dispositif à l'ensemble des attributions, et c'est effectivement une des réflexions qui est particulièrement portée par la métropole de Lyon. Donc on voit bien évidemment que l'ensemble des besoins en mutation ne peuvent pas être couverts que par ce dispositif de location active, mais bien évidemment que cette location active entre en résonance tout particulièrement avec ces besoins en mobilité au sein du parc social et plus globalement à la capacité que peuvent avoir les demandeurs en logement social à exprimer de manière plus directe leurs aspirations et leurs besoins dans l'accès au parc social des différents territoires sur lesquels ils sont aujourd'hui présents. Merci pour cette intervention riche. Et donc effectivement, avant de voir l'expérience menée sur la métropole de Lyon, sur la façon dont il traite, ou en tout cas anticipe également les demandes de mutation et la problématique de la mobilité, je vous invite à poser vos questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le module qui est situé en bas de votre écran, donc pour cette mise en perspective d'Anne-Catherine Ledeuf sur toutes les politiques de mobilité et avec ce focus sur la location active ou choisie. Donc, en attendant que vous nous posiez vos questions, n'hésitez pas. Peut-être, Anne-Catherine, vous pouvez peut-être revenir sur les grands enjeux de la politique de mobilité et en quoi, finalement, aujourd'hui, elle est vraiment au cœur de l'actualité. Donc, alors effectivement, je passe assez rapidement sur la réforme. La diapositive est visible ? Oui, je vais y revenir. Les trois lois qui sont aujourd'hui en application ou en concertation au niveau local et national pointent ensemble la question des mutations au sein du parc social comme un des grands enjeux d'une prise en charge plus volontaire de la part du territoire sur les besoins en mobilité issus des occupants du parc social. Alors, ceci dit, les objectifs du législateur restent assez généralistes. La loi Allure, effectivement, pointe la nécessité, au titre du plan partenarial de gestion de la demande en logement social, de déterminer les moyens dont pourront se mettre en place les acteurs locaux pour mieux favoriser les mutations au sein du parc social. Donc, on est bien là, au titre de la loi Allure, comme j'indiquais tout à l'heure, dans cette intention à la fois de moderniser l'action publique, de mieux répondre aux besoins des citoyens dans ce rapport au parc social, dans un contexte où, comme j'indiquais tout à l'heure, les résultats portés en matière de mutation montrent un certain nombre de seuils à franchir pour être plus efficace et plus qualitatif dans la prise en charge de ces besoins de mutation, et puis également dans cet enjeu aussi de transparence, qui est un des grands vecteurs de la loi Allure et du plan partenarial de gestion de la demande, pour permettre, y compris aux demandeurs déjà hébergés dans le parc social, de mieux comprendre
les systèmes d'attribution en place et les moyens dont ils disposent pour bénéficier de cette proposition d'un second logement au sein du parc social. Donc au titre de la loi ALUR, on est dans un double objectif d'efficacité d'action publique et de meilleure prise en charge et de meilleure transparence vis-à-vis du demandeur qui, au travers de cette meilleure transparence, pourra mieux faire valoir ses droits et ses aspirations. La loi Ville porte également la question des mutations dans une intention de mixité sociale, dans un contexte où à la fois les relogements issus des projets de renouvellement urbain peuvent, comme j'indiquais tout à l'heure, être un des leviers de rééquilibrage social des territoires, mais également un des vecteurs de respécialisation des quartiers, comme ont pu le montrer un certain nombre d'études réalisées au titre du premier programme de renouvellement urbain. Je renvoie en particulier aux travaux de Christine Lévrier, qui a montré au final que ces relogements avaient finalement bénéficié plutôt aux ménages, entre guillemets, économiquement capables, donc ceux qui savent faire valoir leurs droits et leurs besoins vis-à-vis des institutions et qui, vis-à-vis de leurs revenus, ont aussi une capacité de mobilité plus importante. Et le pendant de ce constat, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, les relogements issus des projets de renouvellement urbain ont contribué à respécialiser les quartiers, avec finalement des mobilités externes aux quartiers qui ont plutôt bénéficié aux petites classes moyennes et le maintien dans ces quartiers des ménages les plus précaires qui effectivement ont contribué à respécialiser ces territoires. Donc on voit bien que la question des relogements a des effets très directs sur les spécialisations de ces quartiers en politique de la ville. Plus globalement, les mutations dans le parc social, donc les mobilités ordinaires en quelque sorte, ont également des effets très directs sur ces respécialisations ou sur la mixité de ces quartiers au regard effectivement de la capacité de ces ménages à faire valoir un droit à la ville, une possibilité d'avoir des trajectoires résidentielles en dehors de ces quartiers, et en même temps, effectivement, de pouvoir, dans un certain nombre de cas, contribuer à maintenir une certaine stabilité dans la diversité sociale de ces quartiers. Donc on voit bien là le paradoxe. Hein. Sur les mutations, la mobilité dans la métropole, et puis traiter trois problématiques concernant les mutations contraintes, celles qui ont attrait au renouvellement urbain, les mutations prioritaires, et puis enfin une réflexion sur les mutations de droit commun avec le projet location choisie. Alors tout d'abord quelques repères sur la métropole de Lyon, donc une métropole composée de 59 communes pour 1,3 million d'habitants, 142 000 logements sociaux dont un tiers en quartier politique de la ville. Nous avons un grand nombre de bailleurs sociaux, 32 bailleurs sociaux sur la métropole, ce qui a un impact important sur la problématique des mutations. On a des bailleurs locaux, nationaux, régionaux, et il faut composer avec tout ce monde. On a 12 bailleurs qui ont plus de 3 000 logements. Alors c'est vrai que si on cumule les 4 premiers bailleurs, on a 2 tiers du parc social, et ce qui a un impact sur les mutations. Au niveau de la demande de logement social, on est à environ 50 000 demandeurs de logements sociaux pour 12 300 attributions par an. Ce sont les chiffres 2015. Donc en termes de pression de la demande, on est à un niveau de 4 pour 1 sur, en général, avec un maxi de 10 pour 1 sur les T5 et plus, qui sont une denrée rare, comme partout. En termes d'ancienneté des demandes, on a une moyenne d'ancienneté pour les demandes actives de 17 mois et pour les demandes satisfaites, il y a à peu près 2 ans pour satisfaire une demande en moyenne, ceci étant évidemment variable. Ça, c'était pour les chiffres généraux en termes d'organisation, parce que c'est important sur ce qu'on peut mettre en place. On a l'habitude, et d'autres agglomérations l'ont également, de pratiquer le partenariat dans la gestion de la demande. On a ce qu'on appelle au niveau des communes et des arrondissements de la ville de Lyon des instances locales de l'habitat et des attributions, qui sont des espaces où on discute, où on analyse la demande locale s'exprimant sur la commune et où on discute des attributions. C'est plutôt axé sur la demande que sur les attributions pour l'instant. C'est des espaces locaux. Voilà. Le renouvellement urbain, on a depuis 2004, j'y reviendrai, une approche collective sur laquelle on s'est fait un peu les dents.
Et puis en 2012, on a mis en place un fichier partagé de la demande, bon, qui depuis cette année s'est connecté au SNE, qui est devenu un fichier local, mais c'est essentiel pour construire une politique collective, c'est d'avoir un instrument, un outil informatique collectif. Et puis on a, avec la DCHLM, une pratique organisée d'interbailleurs. Donc, dans la métropole, on réfléchit selon 3 axes. Le droit commun, les dispositifs centrés sur le public prioritaire, c'est l'accord collectif et d'autres dispositifs, et puis le DALO. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a surtout travaillé sur les 2 derniers dispositifs, on a peu travaillé sur le droit commun. La réflexion qu'on a, c'est que on doit mieux structurer le droit commun et faire traverser le droit commun de manière plus généraliste sur la gestion de la demande. J'y reviendrai. Voilà. Et pour finir, au niveau politique, on a donc lancé notre plan partenarial en septembre 2015. On est dans une phase de construction avec une réflexion sur l'information à l'accueil du demandeur et puis une réflexion sur l'allocation choisie et cotation qui relève du champ du plan partenarial. Et on a installé notre conférence intercommunale en décembre 2015 et là on est à un stade de diagnostic sur la demande, l'occupation sociale, les attributions. Et puis on a lancé une réflexion sur les loyers, identification du parc à loyer pas cher et définition de la demande pauvre. Ça c'était pour les points généraux. Alors deux diapos sur la demande de mutation et son analyse. Alors on observe au sein de la métropole de Lyon un taux de demande de mutation élevé et en augmentation. On a 41% de demandeurs de mutation parmi la demande. Ça fait 20 600 ménages en attente d'un logement social, enfin, inscrits sur les listes. Et sur certaines communes, on observe des pointes à 55% de demandeurs de mutation. Sur certaines communes particulièrement dotées en parc social, forcément, ça a un impact sur le taux de demande de mutation. Donc, c'est élevé. C'est 8 points de plus que la moyenne nationale. Madame Ledeuf présentait ça un tiers, effectivement, de la demande. Et c'est 9 points de plus qu'en 2005, où on était à 32%. Ça me pose question. Et puis, alors la réponse en termes d'attribution, elle est quand même assez élevée, puisqu'on a pas mal de territoires qui font un quart d'attribution en faveur de demande de mutation. Nous, on est à 32%, donc on est quand même assez élevé, mais on est en dessous de la demande qui est à 41%. Et on a peu de territoires où on est au niveau de la demande. Deuxième point sur la demande de mutation, on a fait un certain nombre d'analyses locales et d'agglos sur la demande de mutation. C'est une demande donc, qui est spécifique. En termes de spécificité, ce qu'on reconnaît, c'est l'âge. Donc, ce sont en moyenne des ménages plus âgés, avec davantage de familles constituées, des gens plus avancés dans le cycle résidentiel. Donc, avec en moyenne des demandes de plus grands logements. Et sur le plan financier, des niveaux de ressources assez proches des autres demandeurs. Il doit y avoir tous les segments de rapport aux revenus dans la demande de mutation, mais ce n'est pas une demande spécialement plus favorisée que les autres. Alors, on présente les demandeurs de mutation comme des demandeurs plus exigeants. Je dirais plutôt avec des demandes plus précises et plus ciblées en termes de quartier, y compris en termes d'immeubles parfois, en termes d'éléments de confort, en termes de nombre de pièces, en termes de loyer. Est-ce qu'on veut de l'ancien ou du neuf? Voilà. On a des personnes, des ménages qui sont déjà logés, qui sont dans une trajectoire résidentielle, qui ne sont pas au début de leur trajectoire, qui sont déjà engagés et qui, comme tous les citoyens, ont besoin d'avancer, de progresser. Je connais personne qui ait envie de régresser dans sa trajectoire résidentielle, donc ils ont envie de progresser et c'est bien légitime. Et c'est un public averti sur le parc social parce que souvent ça fait longtemps qu'il attend, il a examiné les différentes offres,
il a connaissance des logements sur Exlibris, d'ailleurs, ça crée un certain nombre de tensions au niveau des accueils. C'est donc un public qui connaît bien l'offre. Et puis, il connaît les difficultés de muter. Il sait que ça peut prendre du temps. Il sait qu'il va pouvoir potentiellement rester longtemps dans le futur logement parce que il est dans le logement social depuis un certain nombre de temps. Il a des voisins qui sont, des échanges importants, donc c'est un public averti. Donc, contrairement à un public primo-demandeur, et davantage, on observe des stratégies d'attente. D'ailleurs, les demandes sont beaucoup plus anciennes dans le fichier, on l'observe, et puis c'est un public qui va être à la recherche d'opportunités, qui peut attendre, qui n'est pas forcément très très bien logé, sinon il ne serait pas demandeur, mais qui peut attendre, et qui est donc exigeant. Je continue. Deuxième diapo sur l'analyse de la mobilité, et donc on a une réflexion sur les freins dans la mobilité. Alors, comment ça se fait qu'au niveau de la métropole de Lyon, on a 40% de demandeurs de mutation, davantage qu'ailleurs? Donc ce qu'on se dit, mais c'est à creuser, hein, c'est que on a eu une forte augmentation des prix du secteur privé sur la métropole ces dernières années. Alors, pas les toutes dernières années, sur les 2-3 dernières années, on est plutôt sur une stabilité des prix, mais sur les 10 années précédentes, on a eu un rattrapage du marché de la métropole de Lyon par rapport au marché des grandes villes. Et on se dit que ça a diminué les sorties vers l'accession ou vers le locatif privé et que ça a un peu coincé les demandeurs, les occupants du parc social dans ce parc. Voilà, on observe une augmentation de la demande de logement social en conséquence, hein, plus 14% en 10 ans. Et puis, on a une métropole qui se peuple, qui continue à gagner en population. Et on a probablement des effets de concurrence entre publics qui peuvent s'exercer au détriment des ménages déjà logés. Notamment, on a une forte pression sur l'hébergement au sein de la métropole, avec une volonté de libérer l'hébergement, donc de faire fluidifier le secteur de l'hébergement logement social. Donc on n'est pas mauvais en termes de sortie d'hébergement. Voilà. Est-ce que ça se fait au détriment des locataires du parc social? C'est possible. Et c'est peut-être tous ces facteurs-là qui contribuent à augmenter le taux de ménage en demande de mutation. Voilà. Donc on a une offre peu chère qui est rare, avec peu de grands logements qui sont moteurs des mutations. Et puis donc une faible mobilité sur les grands logements pas chers, parce que soit les ménages ont peu de revenus et donc ils sont un peu coincés dans ces grands logements, parce que s'ils bougent, ils vont avoir une augmentation de loyer qui n'est pas supportable, soit ils sont assez bien dotés en ressources et ils restent parce qu'ils savent que s'ils bougent, ça sera au détriment de leur taux d'effort. Voilà. Et puis, alors, on a un autre phénomène qu'on essaye de mieux maîtriser et mesurer en réflexion avec les travaux de la conférence intercommunale, c'est qu'on a une paupérisation effective des occupants du parc social. Alors, c'est pas un vain mot, on a essayé de l'objectiver. En 10 ans, entre 2003 et 2013, on a le taux de pauvreté des occupants du parc social de la métropole qui a augmenté de 6 points. On est passé de 32 à 38%. Et tout parc confondu, ce taux de pauvreté a augmenté d'1 point. Donc on a le parc social qui a récupéré la pauvreté parce que c'est le parc qui est accessible. L'autre parc est à prix élevé. Et quand on connaît la prépondérance de l'aspect financier pour les ménages en demande de mutation, le logement cible doit être adapté, le coût du logement cible doit être adapté, et puis un déménagement, ça coûte. Ça coûte parce que il faut déménager, ça coûte à tous les points de vue. Deuxième facteur qui pourrait compliquer la mobilité, c'est le vieillissement des occupants. Toutes les statistiques en fonction de l'âge montrent que plus
la population est âgée, plus les taux de déménagement sont faibles. Parce que population plus compliquée, plus attachée à son quartier. Voilà. Donc ces deux facteurs, probablement, compliquent la mobilité d'un parc social. Et puis enfin, dernier facteur, on y reviendra avec la réflexion sur la location choisie, c'est l'organisation du système d'attribution qui ne facilite pas probablement les mutations. Alors, premier exemple de traitement des mutations, les mutations contraintes, c'est une façon de les appeler, on se réfère là au relogement du renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, on a une situation un peu atypique, puisqu'on détruit des logements à des gens qui n'ont pas demandé à ce que ce soit le cas. Donc on a des besoins de mutation qui sont contraints, qui sont d'exception, qui sont jalonnés dans le temps, et pour les acteurs et les ménages. Et donc face à cette situation d'exception, la meilleure façon de la traiter, c'est de s'organiser collectivement pour le relogement à une échelle intercommunale. Donc là, c'est ce qu'on a développé de 2004 à 2014 avec 4550 relogements qu'on a gérés collectivement en prenant l'avis des ménages, en mettant en place des cellules un peu collectives. Et donc, ça donne 30% de ménages relogés en interbailleur. Ce n'est pas au bailleur qui détruit de reloger exclusivement, il ne peut pas. 60% de relogement en dehors du quartier et 30% dans une autre commune. Donc en termes d'organisation, on a mis en place une charte du relogement qui date de 2006 et qui fixe les grands principes. Et puis on s'est organisé, donc côté bailleur, avec des référents relogement chez les bailleurs, chez tous les bailleurs concernés, et puis au niveau d'ABCHLM, une coordination, alors qui se fait également au niveau communal et métropolitain. Donc c'est une organisation qui permet de centraliser les besoins. Les référents envoient les besoins de relogement, et puis les acteurs mettent des offres à disposition de ces relogements. Voilà, donc c'est ce qu'on fait côté métropole. Sur le parc existant et les neufs, on met à disposition de cette coordination en avance de tous les autres nos offres, et ça permet donc de résoudre un certain nombre de situations. Voilà. Donc c'est une organisation collective pour résoudre une situation d'exception. Deuxième type d'organisation, donc les mutations prioritaires. Donc ça existe un peu partout, hein, dans toutes les grandes agglomérations qui sont un peu organisées. Je dirais assez rapidement, c'est s'organiser pour traiter collectivement des situations bloquées. Alors, comme au niveau de la métropole, on a historiquement des ILA, donc des instances locales d'habitat et des attributions, nos commissions sont situées au niveau des territoires, ce qui est un avantage et un inconvénient. Donc on a une vingtaine de commissions prioritaires locales où se réunissent les partenaires, et dont l'objectif donc c'est de traiter des mutations complexes. Là on traite des mutations donc bloquées ou urgentes. Donc forcément il ne faut pas que ce soit le droit commun, sinon c'est un coup de fil, donc ça sert à rien. Enfin c'est plutôt destructeur même. Et pour lesquels un acteur ne possède pas lui seul la solution, c'est un bailleur qui, compte tenu des besoins du ménage, ne peut pas satisfaire dans son parc la demande de mutation. Donc là, l'organisation collective, elle va d'elle-même. Donc on traite à peu près par an 550 attributions, donc 5% du total, dont à peu près 25 à 30% de mutation. Donc vous voyez, c'est là qu'on a un système peut-être un peu lourd, c'est 20 commissions locales qui se réunissent 3 fois par an pour 550 attributions. C'est bien et c'est en même temps assez lourd. Donc on réfléchit à rendre plus efficace ce système, notamment en mutualisant mieux l'offre qu'on met à disposition de ces commissions. Voilà, donc soit c'est des commissions spécifiques mutation, soit c'est des commissions généralistes dans lesquelles les demandeurs de mutation transitent.
Comme c'est des commissions locales, on fait attention à ce qu'il y ait un cadre d'agglo, donc on a créé un espèce de règlement intérieur d'agglo, et chaque commission peut se créer son propre règlement pour préciser des critères qui seraient plus particuliers. Donc voilà pour les deux mutations, on va dire, qui ne sont pas de droit commun. Là maintenant j'aborde les mutations de droit commun. Donc je vous présente la réflexion qu'on a, qui n'est pas aboutie en termes de dispositif. Je vous montrerai un peu le projet porté par les bailleurs sociaux sur la location choisie. Là, on est dans des réflexions un peu générales. Voilà. Ce qu'on constate quand même par rapport au système actuel classique des attributions, c'est que nos circuits d'attribution sont quand même extrêmement complexes et il faut intervenir un très très grand nombre d'acteurs. Je vous ai dit qu'on avait 32 bailleurs. On a alors, quelques gros réservataires, hein, État, Métropole, Ville de Lyon et Action Logement. Et Action Logement, c'est encore un peu éclaté. On a une cinquantaine de réservataires, puisque 50 à 60% des logements sont réservés. Donc vous voyez l'espèce de tableau illisible en haut à droite de l'écran, c'est la matrice bailleur réservataire. Les données issues du fichier commun. Donc on peut, alors chaque case n'est pas un processus, mais on a un nombre de filières quand même extraordinairement important et un système extraordinairement cloisonné. Pour vous donner une idée dite réservée métropole de Lyon, sur certains circuits que je viens d'identifier, on a à peu près 10 à 20, on peut avoir 20 experts qui manipulent à un moment donné l'offre de logement, qui la proposent ou pas à des demandeurs. Voilà. Donc, à la fois, on a beaucoup d'acteurs. Vous pouvez continuer avec, voilà, sans la webcam, on vous entend. Vous défilerez les supports pour moi, alors je n'ai plus non plus les supports. D'accord, ok. D'accord. Donc j'en étais sur le nombre d'experts qui manipulaient une offre de logement qui est extrêmement élevé, donc forcément ça interpelle sur l'efficacité de l'action publique. Deuxième constat, alors on a du fait de cette segmentation importante, des surfaces d'offres pour traiter les demandes qui sont à chaque fois segmentées. Puisque on a des jeux de filières, puisque on a un réservataire donné pour une dédite, finalement, chacun a peu de marge de manœuvre. Et chacun s'en plaint d'ailleurs. Chacun renvoie vers l'autre en disant c'est réservé ou moi j'ai pas la main sur grand chose. Et ce n'est pas faux. Chacun finalement a peu de marge de manœuvre individuellement. Et ça, c'est assez pénalisant pour des besoins qui sont très ciblés, en particulier les mutations. On a vu que c'était un public averti, qui savait ce qu'il voulait, et si on ne fait pas correspondre cette demande à une offre assez large, pour pouvoir attraper l'offre qui va bien, on est très handicapé. Pour le handicap, j'en parle même pas. C'est-à-dire que là, on a typiquement un besoin d'avoir une offre très très large, une rencontre de l'offre et de la demande qui soit fine. Donc finalement, aujourd'hui, dans le système actuel, les besoins sont pris de manière assez minimale, via un formulaire, où on exprime une typologie, une commune et pas grand-chose d'autre. On le prend parfois de manière en compte tardive, ce besoin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attributions qui se font, je pense aux suppléants, sans même que les personnes aient visité le logement. Enfin, on arrive au niveau de la CAL, on présente des dossiers à la CAL, sans même que certain nombre de ménages aient donné leur point de vue sur le logement. On les prend en compte assez tard. On les prend en compte de manière assez conceptuelle.
parce qu'on imagine que certaines personnes ne veulent pas aller dans certains quartiers, que certaines typologies de ménages ne vont pas dans certains quartiers, que certains veulent du neuf ou de l'ancien. Enfin, je pense qu'on a un certain nombre de représentations qui font que les experts ne proposent à certains ménages que certains types d'offres. Et ça, je pense qu'il y a des biais importants, puisqu'on ne sait pas ce que veulent vraiment les gens. Et on fait tout ça dans une certaine urgence, du fait qu'on ne veut pas créer de la vacance, du fait que les réservataires ont un mois pour proposer des candidats. On fait ça dans une grande urgence et ce n'est pas le temps des demandeurs. Les demandeurs, eux, ils sont, je vais y revenir après, sur un temps qu'ils doivent mieux maîtriser. Donc tout ça a des coûts de gestion importants, puisque beaucoup d'experts manipulent les offres. On fait beaucoup d'essais, c'est-à-dire on propose des offres à des gens leur disant ça vous intéresse et ça vous intéresse pas, parce que on se rend compte de plus en plus qu'il faut tester la vie des gens, et pour faire une bonne adéquation offre-demande, on a une énergie importante qui est dépensée, et puis donc on a de nombreux refus. Hein. Moi j'ai vu circuler des chiffres à 50% de refus sur toutes les démarches d'attribution, ce qui est quand même assez interrogatif sur l'efficacité de l'action publique. Et puis, si je reviens sur l'histoire de la gestion de la temporalité, je pense qu'on a beaucoup de refus en interrogeant les gestionnaires, ils m'ont confirmé, lié au fait que quand on propose un logement à un ménage, notamment les demandeurs de mutation qui peuvent attendre depuis longtemps, ils sont complètement pris à froid. Ils ont 10 jours pour se mobiliser, pour réfléchir. Ça fait 3 ans qu'ils attendent. Pendant 10 jours, une bonne partie de leur vie va se jouer. Certains sont pas prêts. Parce que quand vous achetez un logement ou quand vous cherchez à louer dans le parc privé, vous maîtrisez la temporalité de ce que vous faites. Vous savez que vous avez les enfants qui doivent changer d'école ou de niveau scolaire. Vous faites une provision d'argent parce que l'un des freins à la mobilité, c'est le coût du déménagement. La nécessité souvent d'avoir à payer 2 fois le loyer, même dans le parc social, celui qu'on quitte, celui qu'on va avoir. Tout ça, ça s'anticipe dans un projet normal. Et là, d'un seul coup, on va donner 10 jours aux personnes, sans anticipation, des gens qui sont souvent justes financièrement, pour faire un projet, un changement fondamental dans leur vie. Et il y a beaucoup de refus qui sont liés à ça. Donc ça, c'est une réflexion. Est-ce que vous pouvez passer à la... Oui, alors peut-être avant de passer aux réflexions menées par la métropole de Lyon sur la location choisie, on peut peut-être faire une petite pause pour d'ores et déjà répondre aux questions qui ont été posées jusqu'ici. Donc Madame Dufaux-Plouvier de l'agglomération Hénin-Carvin donc nous pose une question relative à l'ambition du cadre réglementaire, donc peut-être plus destinée à Madame Ledeuf. Les objectifs restant apparemment très généralistes, quelle est dans les faits la position du mouvement HLM, notamment face à une ambition des élus qui peut être faible? Alors on a, je le disais tout à l'heure, une réelle conscience de la part des organisations nationales, dont le mouvement HLM, de cet enjeu, avec effectivement un mouvement HLM qui s'engage depuis plusieurs années auprès du gouvernement sur la question. Au niveau local, je dirais qu'il y a une perception qui est plus hétérogène de ce sujet, à la fois au niveau bien évidemment politique, comme vous l'indiquiez, et au niveau des organismes HLM. Elle est bien évidemment plus particulièrement forte dans les territoires dans lesquels la mutation devient quasiment majoritaire. Les fameux 50% de la part des demandeurs qui occupent déjà le parc social que j'évoquais tout à l'heure. Bien évidemment, face à ce constat, les organismes HLM ont une obligation de fait de s'intéresser tout particulièrement à cette question. Et je crois qu'on n'est pas au bout de la révolution culturelle, et c'est un peu le sens de cette conférence, et qui est peut-être cette révolution culturelle en marche, elle est peut-être liée aussi à la faible connaissance du phénomène. L'éclatement du parc social dont parlait Frédéric Couty est bien évidemment très directement impactant sur la perception globale du phénomène qu'on peut avoir. Chaque organisme HLM, dans son coin peut-être,
a une assez bonne perception du problème, mais rassembler tous ensemble et vis-à-vis des élus, effectivement, on n'a pas forcément une connaissance, notamment quantifiée, de ce phénomène. Et de ce fait, je crois qu'effectivement, on est au début d'une révolution culturelle locale, du fait notamment de cette réforme qui va obliger les territoires à mieux connaître la question des attributions, de la demande et de l'occupation du parc social, avec un partage de la prise de connaissance des taux de refus qui sont importants et qui sont effectivement liés à ce sentiment un peu de captivité du demandeur, mais aussi cette prise de conscience de la part de plus en plus croissante, comme l'indiquait Frédéric Petit, de ces demandeurs issus du parc social et qui, de fait, obligent effectivement à les prendre en charge de manière très particulière. Donc je pense que cette révolution culturelle va vraiment s'accélérer là dans ce temps de la réforme, du fait de la mise à disposition de ces données qui va permettre d'avoir une meilleure prise de conscience du phénomène. Mmh. Alors, autre question de Madame Olivier. Monsieur Couty, cette fois, est-ce que sur la métropole lyonnaise, les relogements issus des PRU sont prioritaires par rapport aux autres mutations? Alors, oui, alors effectivement, ça se traduit par une priorité donnée dans les process d'attribution d'un certain nombre d'acteurs, notamment de la métropole. Dans la gestion de nos réservations, on s'est engagé pour les mettre en premier. C'est-à-dire lorsqu'une visite arrive chez nous, on a un certain nombre d'engagements de niveau 1, on va dire, et donc on met en priorité nos réservations, alors, évidemment lorsqu'elles sont localisées dans ou à côté des sites PNRU, pour les demandeurs qui relèvent du renouvellement urbain. Ça paraît difficile autrement, ce sont des demandeurs qu'il faut qu'on reloge. Et ce sont des demandeurs à qui on s'est engagé de faire des propositions, donc c'est ce qu'on fait. Alors, une question de Madame Nowinki de la communauté urbaine Grand Nancy. Y a-t-il des objectifs et ou un suivi par bailleur? Sur le renouvellement urbain? Non, sur les mobilités. Alors sur la mobilité, pas complètement. Enfin, il y a des engagements des bailleurs au travers des CUS. Chaque bailleur s'est engagé sur un taux, mais aujourd'hui, on n'a pas de gestion collective des mutations de droit commun, hormis celle que je vous ai présentée, hormis les deux dispositifs d'exception que je vous ai présentés sur le renouvellement urbain et sur les commissions prioritaires. Il n'y a pas d'objectif. Ça se fait, pour l'instant, ce n'est pas organisé. D'accord. Alors, écoutez, on peut passer à la dernière partie de votre intervention, donc sur les réflexions de votre métropole sur la location choisie et la cotation. Alors, en complément de l'évolution du cadre réglementaire, qui était la question posée par un Est-ce que vous pouvez juste parler un petit peu plus fort, Monsieur Couty, s'il vous plaît? Alors j'essaye. Voilà. Donc, en complément de la question sur le cadre réglementaire concernant la location choisie, il faut quand même préciser que dans le projet de loi égalité et citoyenneté, pour l'instant, je ne sais pas si ça passera le débat parlementaire, l'allocation choisie serait obligatoire dans les 5 ans. Et pour les EPCI qui ont un PLH approuvé. Donc on a quand même une perspective qui se rapproche. Donc voilà, c'est juste un complément. Alors sur la location choisie et la cotation, moi il me reste deux diapos. Donc les objectifs qui pourraient être ceux de la location choisie et la cotation, donc c'est de fluidifier et de mieux mettre en face offre et demande par une augmentation de la surface de l'offre et puis par une meilleure prise en compte des besoins des ménages. Donc c'est la conséquence de ce que je disais auparavant. Et puis une réflexion complémentaire, c'est que la location choisie, elle est présentée souvent comme un objet, un peu un ovni, quelque chose qui serait un peu différent de la philosophie de la réforme. Je pense que c'est dans le droit fil de la réforme de la demande, puisque
il est demandé aux EPCI dans leur plan partenarial de faire connaître aux demandeurs le parc social et l'offre en général. Là, on est sur un droit à l'information sur l'offre qui est un peu plus poussé. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de très différent. Et après avoir fait la transparence et la mutualisation de la demande, c'est faire la transparence et la mutualisation de l'offre. Et puis deuxième réflexion, c'est pas un système qui est sans règles, ce n'est pas un système qui serait exclusif, parce que le terme location choisie, je pense, est assez mal trouvé. Location active serait beaucoup plus adapté. Je regrette que dans la loi, on ait pris ce terme, puisqu'il induit que c'est un secteur totalement ouvert, sans droit, ou un peu un seul-logé.com en fait. C'est pas du tout ça. Dans les attributions dans le parc social, ça restera toujours extrêmement réglementé. Il y a un CCH, il y a des commissions d'attribution qui de toute façon resteront là et qui auront leur mot à dire. Voilà. Et puis, faire la location choisie, c'est pas, ça s'appliquera pas à tout. Il y aura forcément du DALO, il y aura forcément du renouvellement urbain et des demandes urgentes qu'il faudra traiter par un système hors location choisie. Voilà. Et puis, ce n'est pas abandonner les politiques d'attribution, puisque c'est une des craintes vis-à-vis du système de location choisie, c'est qu'en fait, on perd de la main. Que les collectivités perdent la main, que les bailleurs perdent la main sur l'occupation sociale des quartiers ou d'autres secteurs. Via les systèmes de cotation, on peut fort bien orienter les attributions. C'est-à-dire que si on met en ligne un logement adapté au handicap, on ne va pas l'ouvrir à tout le monde. On va l'ouvrir à un certain nombre de demandeurs pour qui le besoin correspond. Si on veut orienter l'occupation sociale d'un quartier, on peut surcoter, sous-coter un certain nombre de demandes. Donc en fait, ce n'est pas abandonner ces prérogatives que de mettre en place un système de location choisie. C'est juste techniquement, et de façon plus moderne pour répondre aux besoins des demandeurs, organiser différemment les attributions sans oublier les objectifs. Voilà. Et puis on peut border le système sur un certain nombre de territoires. Si on a un certain nombre de territoires sur lesquels on veut absolument maîtriser l'occupation sociale parce que danger, situation particulière, on peut très très bien continuer de le gérer de manière traditionnelle. Dernière diapo, et là je voudrais être extrêmement précis, c'est que le projet, ce que je vous ai présenté en termes de réflexion, voilà, c'est une réflexion. En termes opérationnels, nous ne sommes pas encore décidés sur la mise en place d'un projet location choisie. Nous avons un projet porté par les bailleurs sociaux et ABCHLM, qui est le représentant des bailleurs au niveau du département, qui s'appelle un projet donc mobilité active. Voilà. Nous le soutenons, nous sommes très intéressés, mais nous n'avons pas encore la validation politique de la mise en place de ce système-là. Donc, dans tout ce qui est dit sur ce projet, c'est un projet. Voilà, ce n'est pas une expérimentation. Et nous n'avons pas l'accord politique encore pour le lancer. Donc, je vous remercie de bien faire attention à ces deux points. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait la location choisie auprès des demandeurs de mutation? Parce que c'est une population qui est assez nombreuse. Il serait embêtant de faire un test sur une population réduite. Elle est facilement repérable, c'est les gens qui sont logés dans le parc HLM, point. Elle concerne tout le monde. On a regardé, tous les réservataires font des mutations. Alors l'État en fait un peu moins, je ne sais pas sa cible, mais tout le monde fait des réservations, des demandes de mutation. Sur toutes les réservations, on en a. C'est donc assez transversal et ça concerne tous les territoires. On a des besoins de mutation mal satisfaits, je vous l'ai présenté en début de PowerPoint. Et puis, on a une population pour qui je vous ai montré, étant une population avertie, on a besoin de bien faire correspondre l'offre et la demande. Donc, ce projet mobilité active porté par les bailleurs consisterait à mutualiser un tiers de l'offre en flux, tous les territoires, tous les acteurs, tous les produits, c'est-à-dire de manière mécanique,
pour garder le caractère représentatif de l'offre. Un tiers des logements partent au pot commun, sans tri. C'est important. Ces offres seraient publiées sur Internet, sur un système informatique dont on a commencé à étudier la faisabilité. Les demandeurs candidatent. Alors c'est pas comme dans le privé, il y a un premier inscrit, premier choisi. Il y a un système de cotation avec, on a des critères de densité et d'occupation pour éliminer les phénomènes de sur- ou sous-occupation. Sur le motif de la demande et sur l'ancienneté, c'est important d'avoir un paramètre ancienneté pour que les gens progressent. Il ne faut pas qu'ils soient toujours au même endroit du classement. On expérimenterait ça auprès des demandeurs de mutation, on évaluerait le système et on le généraliserait à tous en cas de réussite. Et puis, alors, on maintiendrait les traitements spécifiques pour tout ce qui est urgent, complexe ou suscité, comme le renouvellement urbain. Voilà. Et puis, alors, comme on a quand même des phénomènes d'éloignement vis-à-vis d'outils informatiques, il faut absolument accompagner le système par un accompagnement à l'utilisation du site pour les demandeurs de mutation, notamment les plus âgés, qui probablement auront les plus de mal à s'approprier le système. Voilà, moi j'en ai terminé avec mon exposé. Merci beaucoup, Monsieur Couty. Alors, on a une question donc de Madame Dufaux-Plouvier de l'agglomération Hénin-Carvin. Elle nous demande, enfin elle vous demande plutôt, face aux difficultés constatées pour la gestion des mutations de droit commun, vers quoi vous orientez-vous sur la métropole de Lyon? Est-ce que vous pensez affiner encore le dispositif, intégrer plus en amont les souhaits des demandeurs ou se désengager de cet axe? Eh bien, pour l'instant, on est axé sur ce projet parce qu'on n'a pas tellement de projets concurrents, sinon ça passe par les conventions d'utilité sociale ou d'autres mécanismes qu'on n'a pas encore. Là, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est encore de partager le diagnostic avec nos partenaires et dans le cercle un peu nouveau de la conférence intercommunale, puisque elle date de décembre. C'est quand même une institution qui n'est pas mûre, qui a besoin de partager des diagnostics. Donc là, l'enjeu, c'est déjà de montrer, par exemple, ces 40% de demandeurs de mutation. Comment ça se fait qu'à la métropole de Lyon, on est plus loin que le niveau national? Comment est-ce qu'on peut y résoudre? Voilà, donc on est plutôt aujourd'hui encore dans le diagnostic et davantage que dans l'action. Oui, Madame Ledeuf. Oui, j'ai effectivement une question par rapport au rôle spécifique que va jouer l'allocation choisie si le système est effectivement validé. Donc à côté de cette visibilité de l'offre qui est permise par ce système de location active, quel rôle de conseil imaginez-vous peut-être renforcé dans le cadre de la loi Allure et du fameux plan partenarial de gestion de la demande qui prévoit de mieux informer le demandeur dans l'expression de sa demande de logement, ce qui peut impliquer dans un certain nombre de cas un travail de conseil pour lui permettre d'élargir, de regarder différemment son besoin en logement et les logements qui peuvent y répondre, au regard de ce que vous indiquiez tout à l'heure par rapport à ce regard a priori qu'a le demandeur de logement vis-à-vis de ses besoins en logement, des territoires qu'il peut connaître plus ou moins, de certains quartiers qui peuvent avoir un déficit d'image. Voilà, qu'en est-il de ce travail de conseil à côté de la mise en transparence, si je puis dire, un peu universelle et homogène des logements disponibles? C'est vraiment deux phénomènes qu'il faut traiter ensemble. Comme je le disais, la location choisie, c'est un aboutissement d'une démarche de réorganisation du système d'attribution, mais de confrontation des demandeurs par rapport au réel. Et donc, on a dans notre plan partenarial, on est en train de réfléchir sur la structuration du service d'information des demandeurs. Donc, on est en train de réfléchir à un site internet qui serve d'appui aux demandeurs et aux professionnels, qui cartographie les logements sociaux
existants sur l'agglomération, qui donnent des indications sur la demande et les attributions par territoire, enfin, toutes choses rendues obligatoires au sein du plan partenarial. Et donc on est dans une volonté également de passer d'un système un peu d'information de base des demandeurs à un système de conseil. C'est-à-dire, on doit mettre en place l'article de la loi Allure qui dit que tout demandeur qui le souhaite doit être reçu dans les 2 mois, dans un délai à définir que nous on mettrait à 2 mois. Il faut pouvoir assurer ça. Donc ça veut dire qu'en fait, si on se projette dans 10 ans, aujourd'hui on a un système qui est hyper administré de l'extérieur, des experts qui connaissent plus ou moins d'ailleurs ce qu'ils font, et des demandeurs pour qui c'est totalement opaque. Il faut qu'on passe à un système où les demandeurs, ils ont davantage d'informations sur le parc, l'existant, la réalité de l'offre, les prix. Ils ont aussi une assez mauvaise connaissance des prix du parc social. Et on a des experts qui, outre certains systèmes qui devront rester hyper administrés, doivent se situer en position de conseil vis-à-vis des demandeurs qui seront mieux informés. Voilà. Donc l'aspect conseil-accompagnement, je pense que c'est le métier de demain des experts de gestion locative. Très bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions à distance? Je vais peut-être apporter une précision par rapport à la question qui a été pointée tout à l'heure. Et effectivement, on rappelle qu'a fait Frédéric Couty de la présence au sein de l'égalité de citoyenneté d'un certain nombre d'intentions. Donc, effectivement, il faudra voir ce que le débat parlementaire retient. L'allocation choisie est effectivement pointée par égalité et citoyenneté comme une des mesures rendues obligatoires. Alors, c'est exprimé sous l'item de rendre visibles les logements disponibles, effectivement, dans les 5 ans à venir. Bien évidemment, l'allocation choisie, même si Ogrognon allait expérimenter d'abord au niveau de l'association régionale HLM également, comme un des moyens de répondre à ces besoins de mutation, ce n'est pas en tant que tel un simple processus de prise en charge des mutations, puisque la mise en visibilité de l'ensemble des logements disponibles concernerait l'ensemble des demandeurs de logements sociaux des territoires. Mais bien évidemment, ça y contribue. Et puis, deuxième rappel, égalité et citoyenneté par ailleurs prévoit d'orienter de manière privilégiée les relogements en dehors des quartiers en politique de la ville, puisque ces relogements pourraient être comptabilisés dans les fameux quotas d'attribution rendus obligatoires au niveau local en dehors des quartiers en politique de la ville. Donc sur cette question des relogements par rapport à la question qui a été pointée tout à l'heure sur est-on prioritaire ou pas dans les relogements liés au projet de renouvellement urbain, on voit bien là que dans l'égalité et citoyenneté, ça va être regardé de près aussi, comme j'indiquais tout à l'heure, un des vecteurs de mixité sociale et une capacité de prendre en charge les mutations en provenance des quartiers dans un esprit d'équité d'accès au logement et au logement de l'ensemble des territoires de l'intercommunalité. Je voulais faire ces deux rappels par rapport à ce que l'égalité et la citoyenneté prévoit aujourd'hui à ces deux titres. Merci beaucoup. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions de nos participants, je vais remercier vivement nos intervenants pour avoir participé à cette webconférence finalement sur la prise en charge des trajectoires résidentielles dans un contexte où une part de plus en plus importante des ménages, on l'a dit, effectue l'essentiel de cette trajectoire dans le parc locatif social. Donc j'espère qu'elle vous a apporté les réponses que vous attendiez. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui s'affiche sur votre écran. Et puis j'en profite pour vous informer que la prochaine session et la dernière session du cycle de webconférence sur la réforme de la gestion de la demande et les attributions de logements sociaux aura lieu le 19 avril sur la cotation et les politiques d'accès au logement. Donc toujours avec Anne-Catherine Ledeuf du cabinet Espace Cité, Claire Delpech de la DCF, et puis nous aurons le témoignage de Rennes Métropole cette fois. Et puis je vous rappelle que les premières sessions sur la conférence intercommunale du logement, sur l'observation au service des politiques d'attribution, sur l'accueil et l'information du demandeur, et enfin celle de vendredi dernier sur la mixité sociale, concept et mobilisation de politique de l'habitat sont disponibles en replay, donc dans l'espace formation à la demande du réseau Habitat Logement, ainsi que sur le site de la DCF et d'Espace Cité. Voilà, dernière information à noter,